Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Luc Caillez. C'est l'histoire d'un concierge au double visage. D'un côté, un homme un peu bourru mais dévoué, toujours prêt à rendre service aux habitants de sa résidence. De l'autre, un prédateur violent, prêt à tout pour assouvir ses pulsions. Il a déjà fait de la prison pour 2 viols. Et justement, ce 13 septembre 2005, le concierge prédateur a repéré une nouvelle proie. Audrey, une jeune locataire sans histoire. Il va la séquestrer et la violer pendant de longues heures avant de la tuer. Mais cette fois-ci, il a un plan pour échapper à la justice. Un stratagème tiré d'une série policière américaine. Quels sont les terribles secrets du concierge au double visage ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Nous sommes en 2005, à Soisy-sur-Seine, une paisible bourgade à 40 km de Paris. L'été touche tranquillement à sa fin. C'est une toute petite commune du nord de l'Essonne. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Moins de 10 000 habitants, une ville essentiellement résidentielle et où il se passe presque jamais rien. À Soisy, pas de grands immeubles, juste des petites maisons, des pavillons de banlieue et quelques résidences, comme le Gerville, situé non loin du centre-ville. C'est un ensemble de petits immeubles de quelques étages assez cossus. C'est presque un goût de province en fait, cette résidence. Ici, tous les gens se connaissent. Il y a par exemple Monsieur et Madame Bourou, les paisibles retraités du 2e, ou encore Marie-Claude, une dynamique grand-mère qui vit à 2 pas, mais qui connaît tout le monde et qui est ici comme chez elle. Et il y a évidemment le gardien, Jean-Luc, toujours prêt à rendre service. C'est là également, au 2e étage, que vit Audrey. C'est la jolie blondinette, Mademoiselle Sourire. C'est une étudiante qui est un peu en train de se chercher dans ce qu'elle veut faire. Elle a fait des études de communication, de journalisme. Il y a 2 ans, la maman d'Audrey a déménagé à la campagne, à 100 km de là. Mais Audrey, elle, est restée dans l'appartement afin de poursuivre ses études. Et très vite, la jeune femme est devenue la coqueluche de tous les voisins. C'est une jeune fille. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Une jeune femme, vivante, pétillante, appréciée de tous ses amis. Chaleureuse, elle raconte ce qu'elle fait. Annie Bourou, amie et voisine d'Audrey. Voilà, elle a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, c'est Audrey. Mais ce jeudi 15 septembre 2005, Audrey est injoignable et ses amies sont inquiètes. Cela fait près de 24 heures qu'elle n'a pas donné de nouvelles. Alors, en milieu d'après-midi, ses 2 copines décident d'aller frapper à sa porte. Elle ne répond pas aux appels. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Elle ne répond pas non plus à la porte, elle n'ouvre pas sa porte. L'une d'entre elles avait rendez-vous la veille avec Audrey pour faire du shopping. Et Audrey, non seulement ne s'est pas manifestée au rendez-vous pour faire du shopping, mais en plus elle a donné aucune excuse, elle a passé aucun coup de fil. Et ça ressemble pas du tout à Audrey. Sa voiture est sur le parking et ses rideaux sont tirés. Alors où est-elle ? Où est-elle partie ? Elle a prévenu personne qu'elle devait s'absenter. Les 2 amies alertent celle qui, malgré son âge, est devenue la plus proche confidente d'Audrey, Marie-Claude, une amie de la famille. Ils ont essayé en vain d'aller à l'interphone, de lui téléphoner, mais personne ne répondait. Évidemment, nous avions sonné, nous avions cogné, sans réponse. Et donc, on a pris la décision de ne pas faire intervenir les pompiers et d'attendre le lendemain matin. Marie-Claude tente de rassurer les 2 jeunes femmes. Elle leur dit qu'Audrey a peut-être simplement décidé de prendre l'air quelques jours. Pas la peine pour ça de faire défoncer la porte par les pompiers. Marie-Claude se veut rassurante, mais au fond d'elle, l'inquiétude grandit. À ce moment-là arrive le gardien.
Jean-Luc Caillez, qui se montre très serviable, qui s'inquiète lui aussi. Une de ses locataires ne répond plus aux appels, un peu comme si cette inquiétude devenait contagieuse. Comme à son habitude, le gardien prend aussitôt les choses en main et il propose à Marie-Claude de l'aider dans ses recherches. Monsieur Caillez me dit, mais Madame Vigo, ne croyez-vous pas que ce serait bien que je mette un petit mot sur la porte ? Il scotche lui-même le mot sur la porte et il dit, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'Audrey va rentrer d'ici quelques heures et tout va rentrer dans l'ordre. Et on laisse ce mot, on ne prévient pas la maman d'Audrey. Je ne veux pas l'inquiéter. Outre mesure, on se demandait quand même ce que ça voulait dire. Ce soir-là, Marie-Claude ne ferme quasiment pas l'œil de la nuit. Et le lendemain matin, dès la première heure, elle retourne devant l'appartement d'Audrey. Elle espère que le mot n'est plus sur la porte et qu'Audrey est rentrée chez elle. Le mot est toujours épinglé sur la porte. Et là, elle va recroiser de nouveau Jean-Luc Caillez, le gardien de l'immeuble. Il était derrière moi, il arrivait, et en me disant, bah, écoutez, non, j'ai rien de nouveau. Bah, j'ai dit, moi non plus. Cette fois, la situation est vraiment inquiétante. Jean-Luc, le gardien, décide d'alerter la maman d'Audrey. Marie-Antonia. Cette femme habite à une centaine de kilomètres de Paris. Pour la mère d'Audrey, c'est un cataclysme. Elle se dit, mais ma fille, qui donne pas de nouvelles pendant 2 jours, à ses meilleurs amis. Donc là, la mère, elle décide de tout arrêter. Tout ce qu'elle fait, elle stoppe tout. Elle monte dans sa voiture et elle décide de faire, à toute allure, les 100 km qui la séparent de Soisy-sur-Seine. Marie-Antonia met moins d'1 heure à faire le trajet. Dans son sac, le double des clés de l'appartement. Quand elle arrive à Soisy-sur-Seine, elle retrouve tout de suite son amie Marie-Claude Vigo. Ensemble, les 2 femmes se rendent à l'appartement. Là, ils rentrent dans l'appartement. Elle connaît les moindres recoins de cet appartement. Du coup, elle va fouiller à la recherche d'un indice, de quelque chose. L'appartement est vide. Audrey n'est pas là. Mais certains détails laissent présager le pire à sa mère. Bien sûr, elle était très, très, très inquiète. Et surtout, découvrant l'appartement avec un certain désordre. Des choses pas rangées qui ne correspondaient pas du tout à Audrey. Elle se posait plein de questions, mais elle me dit, mais où elle peut être partie? Comment est-elle partie sans me prévenir? Il ne semble pas qu'une valise ou un sac ait disparu. Il n'y a pas de trace d'un départ volontaire. Rien ne semble manquer dans l'appartement. Et aucune trace de lutte, ni d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Au bout de quelques minutes, les 2 femmes se rendent à l'évidence. Il n'y a rien ici qui puisse permettre de comprendre où et pourquoi Audrey a disparu. Toutes les 2, nous nous sommes installées assises côte à côte sur le côté du lit. Et je lui dis, oh bah, tu vois, son grand sac de voyage est sous le lit. Si elle était partie, je pense qu'elle aurait emporté son sac, voilà. Et j'ai repoussé sous le lit ce sac. Audrey semble bel et bien s'être volatilisée. Les 2 femmes quittent l'appartement et prennent aussitôt la direction de la gendarmerie. Nous avons été reçus par un jeune gendarme. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Elle a expliqué l'inquiétude qui l'amenait à venir le voir. Elle signale quand même quelques éléments inquiétants. Le fait que sa fille ne réponde pas depuis 3 jours. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Le fait que la voiture de sa fille est toujours garée sur le parking de la résidence. La fille, c'est pas possible, elle n'a pas pu se volatiliser comme ça. Il s'est forcément passé quelque chose. Et il lui dit, mais votre fille, madame, a 24 ans. Écoutez, on en reparlera, vous reviendrez me voir lundi s'il n'y a rien de neuf. Elle se rend bien compte qu'elle n'est pas du tout prise au sérieux.
Le gendarme lui dit, écoutez, votre fille, elle est majeure, c'est l'été, elle a très bien pu partir avec un petit copain ou un futur petit copain. La fin de la journée de vendredi, on sent quand même qu'on est un peu perdu. Nous nous sommes quittés en se disant demain, mais angoissés. Mais pour Marie-Antonia, impossible de reprendre la route et de rentrer tranquillement chez elle à 100 km, alors que sa fille est peut-être là, quelque part. Elle veut pas quitter cet appartement. Elle veut y rester jusqu'à temps que sa fille revienne. Donc elle va appeler son compagnon pour lui dire « Écoute, ça serait bien que tu viennes toi aussi, parce que j'ai besoin de ton soutien, il se passe quelque chose avec Audrey. » La maman d'Audrey décide avec son compagnon Bernard de rester dormir sur place. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Tout simplement parce qu'ils espèrent encore qu'Audrey va peut-être arriver dans la nuit. Une fois son compagnon à ses côtés, la maman d'Audrey reprend méticuleusement la fouille de l'appartement de sa fille, toujours à la recherche d'indices. La mère d'Audrey fouille un peu partout. Et elle va notamment sous le lit de sa fille, parce qu'elle sait que Audrey s'en sert un peu comme un débarras. Elle cherche dans le sac qu'elle trouve sous le lit des numéros de téléphone d'autres contacts, d'autres amis de sa fille. À un moment, lorsque Marie-Antonia cherche ce sac, fouille sous le lit de sa fille, elle a senti quelque chose. Elle a pensé à une peluche en un premier temps, enfin quelque chose de soyeux. Et comme elle cherche le sac, elle se concentre sur le sac. Elle remet le sac en place. Le bagage ne contient rien de vraiment intéressant, rien non plus qui puisse rassurer la maman d'Audrey. Finalement, la soirée se passe. La mère d'Audrey décide d'aller se coucher avec son compagnon. Pourtant, elle a pas vraiment le sommeil. Et au moment où elle s'apprête à se coucher, au moment où elle est allongée sur le lit, une espèce de flash qui lui revient, et elle veut en avoir le cœur net. Marie-Antonia se précipite alors dans la chambre de sa fille et fonce droit sur le lit. Un détail lui revient en mémoire. Elle passe le bras sous le lit. Elle touche, elle remonte petit à petit, et elle sent bien qu'il s'agit d'un corps froid, d'un corps dur. Elle tire un petit peu sur ce qu'elle peut attraper. Voilà cette pauvre femme qui sort le cadavre de sa fille de sous le lit et qui lui parle. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Comme si sa fille allait pouvoir lui répondre. C'est Tonia qui a découvert le corps de sa fille. Ouh là, c'est quelque chose, hein. Ah oui, ça vous glace. Alors qu'elle a passé la journée dans l'appartement à fouiller dans tous les sens, c'est une scène irréaliste. Je m'y revois là encore, hein. On a passé l'après-midi sur ce lit où Audrey était. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On se dit pourquoi Annie Bourroux, amie et voisine d'Audrey. Pourquoi une gamine de 20 ans, 22 ans, comment est-ce que ça peut arriver? Je sais pas, lui enlever la vie, elle est plus là. Elle parle plus, elle sourit plus, voilà. Elle est plus là. C'est ça. Et ça, ça prend aux tripes. C'est ça. C'est le milieu de la nuit. Marie-Antonia, en état de choc, est transportée à l'hôpital. Les enquêteurs, eux, ont déjà investi la résidence. À leur tête, le capitaine Mazer. Il est l'un des premiers à pénétrer dans l'appartement d'Audrey. La jeune femme est nue. Assez rapidement, on se dit que la scène de crime se situe à cet endroit. Il m'est permis de voir le corps et de mesurer très vite les lésions de violence, notamment les lésions occasionnées par des liens autour des poignets et autour du cou. Il
Ils vont faire venir l'identité judiciaire afin d'essayer de chercher des empreintes digitales ou éventuellement des traces ADN. Les indices qui sont recherchés sont des traces infimes. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Des éléments biologiques, des fibres, des poils, des cheveux, ce genre de choses. Les experts de la police scientifique ont l'habitude des scènes de crime. Et ici, ils comprennent rapidement que le ou les meurtriers ont pris leurs précautions. L'enquête s'annonce difficile. Les gendarmes n'ont retrouvé aucun élément, aucun indice qui pourrait les conduire à un éventuel auteur. Il n'y a pas d'ADN, pas de traces d'empreintes. Les gendarmes n'ont aucun élément technique quand ils font les premières constatations sur la scène de crime. Et ça, c'est plutôt rare dans un dossier criminel. Les premières constatations sont maigres puisqu'il n'y a pas d'effraction. Soit le meurtrier a pénétré dans l'appartement par une des fenêtres en escaladant la façade, soit c'est quelqu'un qu'elle a fait entrer, soit c'est quelqu'un qui disposait de la clé. Pour découvrir ce qu'il s'est passé, les enquêteurs doivent d'abord reconstituer la dernière soirée de la victime, il y a maintenant plus de 24 heures. Et la dernière personne à l'avoir vue vivante est l'une de ses amies. Le mardi 13 septembre, Audrey a passé la soirée en compagnie d'une amie. Quand l'amie est partie, elle est affirmative. Audrey n'avait aucun souci. Elle lui avait dit le lendemain, je dois me lever assez tôt. Et elle s'apprêtait juste à surfer un peu sur Internet avant d'aller se coucher. Audrey l'a bien dit, elle doit se coucher parce qu'elle a un rendez-vous le lendemain matin. Il n'est pas envisageable pour nous qu'Audrey ait pu inviter quelqu'un après le départ de son ami. Les gendarmes recueillent les témoignages de la famille d'Audrey, de ses amis, de ses voisins, à la recherche d'un indice, d'une éventuelle piste. Mais tous vont dans le même sens. Quand on cherche un petit peu dans le passé d'Audrey, on ne retrouve rien qui puisse le ramener au crime. C'est une jeune fille qui a 24 ans, qui ne fait pas parler d'elle, qui n'a pas d'ennemis, qui n'a finalement que des amis. Ce qu'elle pouvait faire, c'est des choses de son âge. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Mais sans arrière-pensée malsaine. Pour moi, Audrey, c'était quelqu'un de sain. L'enquête se recentre sur la nuit du drame. Méthodiquement, les gendarmes interrogent tous les voisins les uns après les autres. Et très vite, ils font une première avancée. Les gendarmes vont interroger le voisin du rez-de-chaussée, Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Monsieur Bourroux. Et Monsieur Bourroux se souvient que cette nuit-là, vers 4 heures, il a entendu un cri. Ça m'a réveillé. Et pour moi, c'était un cri particulier. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui demandait du secours. Un cri inhumain, bestial, affreux. Un cri d'horreur, un cri d'horreur. Il était 4 heures du matin, je suis sorti de la maison, de l'immeuble. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Je me suis même pas habillé, j'étais en pyjama, je suis sorti en pyjama. J'ai même pas pris le temps de mettre autre chose. Et moi, je lui dis, mais écoute, pars pas comme ça, va pas tout seul, c'est pas prudent, enfin, je sais pas. Malgré les recommandations de sa femme, Monsieur Bourroux se lève et sort dans la nuit. Puis j'ai fait le tour du pâté de maison, et là, j'ai vu un balcon allumé en grand, à fond. Puis la lumière s'est atténuée. J'ai pensé à appeler la gendarmerie, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à la gendarmerie? J'ai entendu un cri, mais ils vont se moquer de moi, ils vont me dire c'est pas nécessaire. On intervienne. J'avais pas de précision autre. Je suis resté dans le hall, j'ai essayé de saisir des bruits, c'était silencieux. Pas de bruit, pas de son. Donc je suis retourné me coucher. Il est alors 5 heures du matin. Tout est redevenu calme dans la résidence. Grâce à ce témoignage, les gendarmes connaissent maintenant l'heure probable de l'agression d'Audrey. Reste à découvrir ce qu'il s'est passé jusqu'à la découverte du corps, près de 3 jours plus tard. Les jours suivants, les gendarmes continuent de chercher des indices dans toute la résidence. Tous les habitants coopèrent avec les enquêteurs, à commencer par Jean-Luc, le gardien de l'immeuble, toujours prêt à rendre service.
Jean-Luc Coyez a une attitude un petit peu étrange. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Il est très très près des enquêteurs. On a un peu l'impression qu'il est constamment derrière leurs épaules. S'immisce un peu dans l'enquête, leur pose des questions, il est omniprésent, il pose beaucoup de questions. À plusieurs occasions, je croiserai le gardien de la résidence. Marc Mazer, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Et je lui demanderai même à plusieurs reprises de l'aide pour faciliter les accès, déplacer un véhicule. Jean-Luc, le gardien, fait tout pour se rendre utile à l'enquête. Et un matin, il va même jusqu'à faire une étrange confidence au capitaine Mazer. Jean-Luc Caillez, à l'occasion d'un de mes passages dans le hall de l'immeuble, me prend à part. Il veut me parler. Il me dit qu'il sera rapidement soupçonné parce qu'il a des antécédents. Il a déjà été condamné par le passé pour des affaires de viol. Je préfère vous le dire parce que je sais que vous allez le savoir et je voudrais pas que vous pensiez que je vous ai caché des choses. Mais pourquoi il me parle de viol? Pour moi, elle est morte. Mais certes, elle est nue, mais on n'est pas encore au stade où on élabore des hypothèses. Les gendarmes sont très surpris parce qu'ils cherchent un meurtrier, ils ne cherchent pas un violeur. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Et c'est ce qui, dès le départ, attirait l'attention des gendarmes sur Jean-Luc Caillez. D'autant que le gardien poursuit ses confidences au chef d'enquête jusque dans les détails les plus intimes. Je suis suivi médicalement, donc je suis sous castration chimique. Ça peut pas être moi qui ai fait quoi que ce soit à Audrey. Je n'ai plus aucune libido ni aucune envie sexuelle. Pour les gendarmes, le brave gardien présente soudain un nouveau visage, celui d'un prédateur sexuel. Il devient aussitôt suspect. Les enquêteurs se concentrent sur son attitude le jour de la disparition d'Audrey. Et le récit des voisins va renforcer leurs soupçons. Dans le temps où on estime que Audrey cesse de donner des nouvelles, le gardien, de manière très inhabituelle, est resté enfermé dans sa loge une journée entière. Les voisins expliquent même qu'ils se sont inquiétés. Certains ont essayé de l'appeler, il n'a jamais répondu au téléphone, à tel point qu'ils ont fini, un peu après le milieu de l'après-midi, par appeler les pompiers. Les pompiers se sont dérangés, Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. ont sonné et Monsieur Caillez a entrebâillé sa porte. Et il était tout transpirant. La porte très peu entrouverte. Alors qu'avant, il ouvrait la porte en grand, j'avais une vue sur son bureau. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Il était il était tout en sueur. Alors j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, il me dit, quand j'ai fait la Légion, j'ai attrapé un microbe et de temps en temps, ça me donne des poussées de fièvre. Sur le coup, l'explication a convaincu les voisins, mais pas les gendarmes. D'autant qu'un autre témoignage vient jeter un peu plus le trouble sur la personnalité du gardien. On aura le témoignage d'une habitante d'un autre immeuble de la résidence qui nous relatera un incident survenu 1 an plus tôt. Alors qu'elle partait en vacances, en voiture, en famille, quelques minutes après son départ, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose et fait demi-tour. Et elle trouve Jean-Luc Caillez devant la porte, en train d'ouvrir la porte, avec une clé, le double de sa clé. Évidemment, tout de suite, elle lui a demandé ce qu'il faisait là, ce qu'il était en train de fabriquer. Et là, il lui a bredouillé une excuse assez rapidement. Jean-Luc Caillez rendra le double, aura des explications évasives sur ce qu'il faisait là et la manière dont il s'est procuré le double de la clé. Et l'affaire restera sans suite. Tous ces éléments nous intriguent beaucoup et ce sont des soupçons qui convergent vers Jean-Luc Caillez. Et ils vont faire des recherches. Ils vont le passer aux antécédents, comme on dit. Hein, et là, effectivement, ce qu'ils découvrent, c'est du lourd. Sur le casier judiciaire de Jean-Luc Caillez, les enquêteurs trouvent la trace de plusieurs condamnations pour viol. La première agression remonte à 1983, 22 ans plus tôt. Et à l'époque, son profil est clairement celui d'un prédateur. Il a 25 ans à cette époque-là. Michel Marie, chroniqueur judiciaire.
Il croise une jeune fille très jeune qui a 24 ans. Il va en un premier temps la braquer avec un couteau, la dépouiller de tous les bijoux qu'elle a sur elle. Il l'emmène de force avec lui jusqu'à un sous-bois qui se trouve pas très loin. Et puis toujours sous la menace du couteau, il la viole. Mais l'affaire s'arrête pas là. Il décide de la ramener chez elle. Donc il la ramène chez elle, il se présente, il lui dit comment il s'appelle, il lui donne son prénom, pas son nom mais son prénom. Et le lendemain, il est interpellé. Il reconnaît les faits et il va se retrouver devant la cour d'assises d'Évry, où il sera condamné à une peine de 7 ans de prison. On retrouve sa trace en 1990, cette fois dans le sud de la France. Il a l'apparence d'un homme sans histoire. Il a refait sa vie du côté de Montpellier. Il est installé dans une petite résidence où personne n'est au courant de sa précédente condamnation, de son passé judiciaire. Il avait entamé une relation amicale avec sa voisine âgée de 19 ans et un soir, il se fait inviter à dîner chez cette voisine. Il avait, pour l'occasion, confectionné une mousse au chocolat. Un dessert qu'il bourre de tranquillisants, dont les effets se font rapidement sentir. Elle commence à se sentir un peu mal. Très rapidement, elle va s'évanouir. Ce qui suit, c'est une véritable scène d'horreur. Quand elle va se réveiller, cette jeune femme, elle est attachée à une chaise. Jean-Luc Caillez la menace, va même la frapper et il va la violer. Et une fois son forfait criminel accompli, il oblige sa victime à absorber des somnifères. Et ensuite, il disparaît, il quitte l'appartement. La jeune femme prévient la police et cette fois encore, Jean-Luc Caillez est arrêté sans difficulté. Il va passer devant la cour d'assises de Montpellier et là, cette fois-ci, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Par le jeu des remises de peine, par le jeu habituel des remises de peine, il n'effectuera en réalité que 12 ans. À sa sortie, en 2002, Jean-Luc Caillez ressurgit enfin en région parisienne, à Soisy-sur-Seine, et il présente un profil bien différent. Il trouve assez rapidement cet emploi de gardien d'immeuble. Tout le monde le tutoie, lui serre la main. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Il rend service à tout le monde. C'était une personne qui, aux yeux des propriétaires, passait pour quelqu'un d'hyper serviable. Mais pour les gendarmes, le gardien si dévoué est désormais le suspect numéro 1 du meurtre d'Audrey, d'autant qu'ils viennent de recevoir les premiers résultats de l'autopsie de la jeune femme. Les conclusions du légiste sont très claires. Audrey Joinet a été tuée par étranglement. Vraisemblablement à l'aide d'une corde ou en tout cas d'un lien. Elle a été malmenée, brutalisée, elle a reçu des coups, le corps est tuméfié. Les enquêteurs se souviennent que Jean-Luc Caillez a lui aussi frappé sa dernière victime 17 ans plus tôt. Et ce qu'ils découvrent dans la suite du rapport d'autopsie renforce leur conviction. C'est qu'Audrey Joinet a vraisemblablement été violée. Pourquoi ? Parce qu'ils retrouvent du sperme. Et ça, pour les gendarmes, c'est un élément capital. La présence d'un indice comme celui-ci Marc Mazer, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. est susceptible de faire avancer l'enquête assez rapidement. Du sperme en quantité suffisante pour qu'il puisse être exploité et qu'on puisse en extraire un ADN. Et les gendarmes savent déjà avec qui ils veulent comparer cet ADN retrouvé sur le corps d'Audrey. Jean-Luc Caillez. Lorsque les gendarmes découvrent le passé judiciaire peu commun de ce gardien d'immeuble, les gendarmes ont quelques questions à poser à Jean-Luc Caillez. Celui qui est venu se présenter à eux en leur disant « mais je préfère vous avertir de qui je suis parce que vous allez le savoir et après vous allez me soupçonner ». La décision est prise de le prendre en garde à vue très rapidement.
3 jours seulement après la découverte du corps d'Audrey, les gendarmes tiennent leur suspect. Et ce 20 septembre 2005, ils se présentent à la loge de Jean-Luc Caillez. Comme ils ont de l'ADN sur cette scène de crime, ils se disent que l'enquête va être relativement simple avec le passé judiciaire du gardien, son comportement. Ils pensent à 99% quand il tape à la porte, qu'il tape à la porte de l'auteur. Et là, ils ont Jean-Luc Caillez qui le rouvre en leur disant « Ah bah, je vous attendais, messieurs, entrez ». Jean-Luc Caillez réagit de manière assez peu conventionnelle. Il est rassuré, tranquille, serein et pas très inquiet. En assistant à la scène, les voisins n'en reviennent pas. J'ai été simplement complètement me dire « Mais c'est pas possible ça, mais c'est pas possible ». Ah, mais j'ai jamais pensé que ça soit quelqu'un de l'immeuble. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Je suis surpris. Il y a même un flic dans le couloir. Je lui dis, vous êtes sûr que c'est lui? Il m'a dit, vous savez, faut pas se fier à sa tête. Hein. Le jour même, le suspect est placé en garde à vue par les enquêteurs. Un prélèvement ADN est aussitôt pratiqué sur lui. Pour comparer l'empreinte de Jean-Luc Caillez avec celle qui a été révélée par l'analyse du sperme découvert sur le corps d'Audrey. Ils espèrent secrètement que le laboratoire va aller très vite. Ça va matcher, l'affaire va être entendue, il va nous raconter tout ce qu'il a fait. Les premiers interrogatoires sont conduits par les enquêteurs. Mais ils ont en face d'eux quelqu'un qui est solide, qui répond aux questions, qui répond, il est droit dans ses bottes. Jean-Luc Caillez nie tout en bloc. Les gendarmes, eux, ils jouent la montre dans cette affaire. Ils savent que le résultat ADN va tomber. Les heures passent et Jean-Luc Caillez continue de clamer son innocence. Mais les gendarmes sont confiants. Après 36 heures de garde à vue, les résultats de la comparaison ADN tombent enfin. L'ADN de Jean-Luc Caillez ne correspond pas à celui découvert sur la scène de crime. C'est la stupeur. Et ça pose un vrai problème aux gendarmes, qui étaient persuadés d'avoir l'auteur du crime. Un passé de criminel sexuel, une attitude étrange le jour du meurtre, un profil inquiétant, tout converge pourtant pour faire de Jean-Luc Caillez le suspect idéal. Mais la science semble dire l'inverse. Mais aucun d'entre nous n'y croit. Tout nous dit qu'il y a une explication. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. L'ADN, c'est vu comme la reine des preuves. Mais eux, les gendarmes, ils écoutent aussi leur expérience et leurs sentiments d'enquêteurs. À l'évidence, Jean-Luc Caillez est mêlé de près ou de loin à cette affaire. Face aux gendarmes, Jean-Luc Caillez arbore un léger sourire. Il sait que sa garde à vue va bientôt se terminer. Le procureur de la République, avec lequel je m'entretiens, me demande de remettre immédiatement en liberté Jean-Luc Caillez et de mettre fin à la garde à vue. En dehors de son passé judiciaire, Michel Marie, chroniqueur judiciaire. il y a quoi dans ce dossier? C'est pas son sperme. Personne n'a vu ni rentrer ni sortir. Il y a rien. On considère à ce stade qu'il est totalement innocent. Il n'est plus question de l'interroger sous le régime de la garde à vue. Il est innocent. Les gendarmes vont devoir libérer Jean-Luc Caillez. Mais avant, ils décident d'abattre leur dernière carte. En accord avec les enquêteurs qui sont en charge de cette audition et qui me font part de leur ressenti et de leur intuition. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Il est décidé d'un commun accord de se donner 2 heures, 2 ou 3 heures, pour aller au fond des choses avant de le remettre en liberté. L'audition reprend. Les enquêteurs savent qu'ils n'auront pas de délai supplémentaire, ils n'auront pas non plus de deuxième chance. Mais ils ont un plan. L'un des enquêteurs a remarqué que Jean-Luc Caillez, il y avait quelque chose qui le chiffonnait vraiment, c'est qu'on lui parle de sa mère. Dès qu'on parle de sa mère, il se trouble. Et là, les gendarmes ont un coup de génie, ils ont un trait de génie. Dans la petite salle d'interrogatoire, l'un des gendarmes plante alors son regard dans celui de Caillez et s'adresse fermement à lui. On a été récupérer ta mère, elle est dans le bureau d'à côté, et on va l'interroger. Le résultat est immédiat. Il est en fureur. Il trouve ça intolérable, il n'accepte pas qu'on ait pu aller trouver sa mère.
On le voit changer de comportement. Il se met en colère, il est agressif. Serait-il sur le point de vaciller ? Et puis, subitement, c'est l'abattement qui fait place à la colère. Jean-Luc Hayez se fige, il se prend la tête dans les mains, il se baisse, il n'affronte plus aucun regard. Et il dit, c'est bon, je vais vous expliquer, c'est moi. Jean-Luc Hayez craque, il avoue le meurtre d'Audrey. Et devant les enquêteurs, il commence sa confession. Depuis des semaines, il était en train de repérer des femmes seules dans la résidence. Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. Des proies potentielles pour les violer. Et finalement, c'est le hasard qui a mis Audrey sur son chemin. Il relate assez, avec une certaine aisance, malgré tout, les conditions dans lesquelles il a commis ce crime. Il a une cagoule, des gants, il est équipé d'un fusil à canoncier, il a du ruban adhésif, des serflex pour attacher Audrey. Il est 4h du matin, habillé comme Rambo, avec sa cagoule, ses gants et son fusil à canoncier. Il a un double des clés. En pleine nuit, Jean-Luc Hayez arrive devant la porte d'Audrey. Il est persuadé qu'elle est en train de dormir. Et donc, il introduit tout doucement la clé dans la serrure de la porte. Audrey a entendu que la porte s'entrouvre et elle est retenue par le crochet de sécurité. Elle s'approche de la porte, il fait nuit noire, elle entend quelqu'un chuchoter « c'est moi ». Il est 4h du matin, elle était en plein sommeil, elle était complètement ensuquée et elle décroche la sécurité de sa porte. Audrey vient de signer son arrêt de mort. Lui, tout de suite, il a le réflexe de mettre un grand coup d'épaule dans la porte et de se jeter sur Audrey, de la saisir. Elle pousse un cri, le fameux cri que M. Bourroux a entendu à 4h du matin. Pour faire taire sa victime, Jean-Luc Hayez la bâillonne solidement. Et il va l'emmener dans sa chambre. Il tente de la violer à plusieurs reprises sans y parvenir. Il lui porte aussi des coups, il l'attache. Le supplice de cette jeune femme va durer, mais la nuit entière. Jean-Luc Hayez poursuit ses aveux. Mais face aux enquêteurs, il n'exprime aucun regret, aucun mot pour sa victime. Il semble même prendre plaisir à la situation. Alors qu'il est en phase d'aveu, Jean-Luc Hayez, à un moment donné, se ressaisit. Et il devient provocateur, arrogant. Un peu comme s'il voulait reprendre la main. C'est lui le chef. C'est un jeu de Hayez de délivrer au compte-gouttes les informations. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Il joue beaucoup avec les gens. Il est totalement pervers. Et il dit même aux gendarmes, eh ben, à votre avis, j'ai tué où et quand ? Vous avez une idée, vous ? Le gardien reprend alors le fil de son récit. Froidement, il explique aux enquêteurs qu'en fait, Audrey n'est pas morte dans son appartement et que son supplice a duré des heures. À 6h du matin, il décide de la faire descendre dans sa loge. Lorsqu'il nous annonce qu'il l'a descendu dans sa propre loge, c'est la surprise générale. En cette heure matinale, la résidence est déserte et le gardien ne croise personne. Pour la jeune femme, le calvaire ne fait que commencer. Je pense qu'elle a compris à cet instant précis que si c'était son gardien, elle n'avait plus aucune chance de s'en sortir vivante parce que bien évidemment, elle pourrait le dénoncer. Toute la journée, il l'a gardée prisonnière dans son appartement. Il y avait cette jeune fille attachée dans sa loge, il était sur son nuage. Il n'a pas travaillé ce jour-là, il avait fermé les volets, la porte, tout était clos. Les gendarmes se souviennent des déclarations des voisins. C'est ce jour-là, sans nouvelles de leur gardien, qu'ils sont venus voir s'il n'était pas souffrant. Les pompiers sont venus, ont fait sonner les sirènes de leur camion pour l'obliger à ouvrir sa porte. Ils auraient pénétré dans l'appartement de M. Hayez. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Audrey était en vie. Car Jean-Luc Hayez l'affirme aux enquêteurs, quand les pompiers arrivent, Audrey est toujours en vie, attachée et bâillonnée au fond de la loge.
Jean-Luc Caillez, lui, il explique que le déclencheur, ce qui va déclencher le meurtre d'Audrey, c'est cette fameuse visite des pompiers à son domicile, vers 4 heures. L'heure tourne, il va falloir trouver une solution. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Et la solution, malheureusement, pour Audrey, c'était la mort. Il décide de supprimer Audrey parce que lui, sa volonté, c'est de ne plus retourner en prison. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre une corde à sauter, alors qu'elle est attachée sur une chaise, et qu'il va passer la corde à sauter autour du cou et qu'il va se serrer. Il est obligé de serrer pendant des minutes et des minutes parce que c'est très très long d'étrangler quelqu'un. Finalement, la jeune femme est morte, non pas où on le pensait, dans son appartement, mais dans la loge du gardien, en fin de journée. Le calvaire d'Audrey aura duré plus de 12 heures. Devant les enquêteurs, Jean-Luc Caillez raconte alors comment il consacre les heures qui suivent à brouiller les pistes. Il va parce que c'est un féru des émissions télévisées, des faits divers, tout faire pour qu'on ne retrouve pas son ADN. Donc il va laver le cadavre. Une fois sa besogne accomplie, au milieu de la nuit, Jean-Luc Caillez remonte le corps d'Audrey chez elle. Il va la relaver là-haut pour être vraiment sûr de ne pas laisser la moindre trace de lui. Et c'est là qu'il va la cacher, la dissimuler sous le lit où sa maman la découvrira quelques jours plus tard. Jean-Luc Caillez a terminé ses aveux. Mais pour les gendarmes, il reste encore un point déterminant à élucider, la présence d'un sperme inconnu sur le corps de la victime. Jean-Luc Caillez, il fait des aveux, mais il dit pas tout. Il joue avec les enquêteurs. L'ADN n'a pas matché avec celui de Jean-Luc Caillez. Il va falloir l'expliquer en procédure. Donc les gendarmes posent la question à Jean-Luc Caillez. Vous étiez avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est que ce sperme en gros? Il faut régler ce problème de sperme. Calmement, Jean-Luc Caillez dévoile alors la clé de ce mystère devant des gendarmes médusés. Il explique s'être inspiré d'un feuilleton américain. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Vu à la télé quelques jours auparavant. Depuis Colombo, c'est assez facile d'imaginer, d'échafauder des plans criminels. Nous sommes abreuvés de séries où il y a des tueurs en série qui mettent en place des stratégies. Depuis des mois, en véritable prédateur, Jean-Luc Caillez observait les résidents, tapis dans sa loge de gardien, à l'affût du moindre détail. Dans les semaines précédant le drame, Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. il avait identifié une voisine de la résidence qui avait plusieurs amants. Il identifie assez clairement la poubelle de cette dame. Marc Mazère, directeur d'enquête à la gendarmerie de Paris. Il comprend qu'assez régulièrement, il peut y trouver des préservatifs usagés. Il s'empare de l'un d'entre eux et le conserve dans son congélateur pendant quelques temps jusqu'au moment qu'il décidera opportun pour le passage à l'acte. Et là, Jean-Luc Caillez se dit, maintenant il me manque plus qu'une cible. Et malheureusement pour elle, cette cible, ça va être Audrey. Une fois qu'il a commis son terrible forfait, ses tentatives de viol et surtout ce meurtre, eh bien il n'a plus qu'à injecter avec la seringue un petit peu de sperme qui appartient au monsieur d'à côté. Les gendarmes se grattent la tête parce que c'est du jamais vu quand même. Ce type de maquillage de scène de crime est assez inédit. Devant les enquêteurs, Jean-Luc Caillez semble si fier de son plan qu'il leur annonce avoir encore une révélation à leur faire. Il nous amène dans la salle de bain de son appartement et désigne une gaine d'aération à l'intérieur de laquelle nous découvrons un nouveau préservatif usagé, identique vraisemblablement au premier qu'il a utilisé quelques jours auparavant. Mais celui-là, il l'avait caché sans le congeler. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Audrey était la première victime et il y avait une seconde victime qui allait apparaître immédiatement. Les gendarmes réalisent qu'ils sont probablement face à un criminel en série.
Jean-Luc Caillez leur explique en effet qu'il avait prévu de récidiver quelques jours plus tard. Le plan final, c'était de faire la même chose avec la voisine qu'il avait repérée. Il ne lui restait plus qu'à l'attraper, la violer ou pas la violer, peu importe, et la tuer. Les 2 préservatifs contenaient le sperme du même homme. Donc les enquêteurs avaient un ADN qui était un ADN masculin d'un homme de la résidence. C'était assez facile de faire l'entourage et de trouver l'homme en question. Au terme de la garde à vue, le magistrat demande que Jean-Luc Caillez lui soit présenté. Il a été mis en examen pour séquestration, tentative de viol, meurtre, acte de torture et de barbarie. Une semaine après le viol et le meurtre d'une jeune fille dans l'Essonne, le gardien de son immeuble a avoué les faits. Hier, pendant sa garde à vue, il était sorti de prison il y a 3 ans, après avoir été condamné 2 fois pour viol. Les résidents ont du mal à le croire. Le gardien, meurtrier, comment est-ce possible? Lui qui rendait service à tout le monde. Je suis atterré, quoi. Là, depuis 3-4 jours, on est tous carreaux, quoi. Parce qu'il était pote avec tout le monde, mais tout le monde. Vous lui laissiez les clés de votre appartement quand vous partiez. C'est vrai que je suis quand même très surprise. Marie-Claude Vigo, amie de la famille d'Audrey. Je ne soupçonnais pas cet homme. Je ne le soupçonnais pas. L'ayant côtoyé, jamais je ne m'imaginais une telle barbarie. Ah oui, c'est un choc, j'ai dit merde. J'ai même voté pour lui pour l'engager dans l'immeuble. Gérard Bourroux, ami et voisin d'Audrey. Donc il y a plein de choses qui reviennent dans la tête. Dire que j'ai fait rentrer un assassin dans l'immeuble. C'est un homme charmant. Je m'en veux de dire ça maintenant. Annie Bourroux, amie et voisine d'Audrey. Je rentrais de travailler, j'avais des provisions dans la voiture. Il était le premier à venir, Madame Bourroux, prendre mes sacs, les porter jusqu'à la porte de l'appartement. Voilà, le premier. C'était un homme charmant. Je ne sais même pas comment on peut dire ça maintenant. Mais l'ancien gardien n'a pas encore fini de montrer son véritable visage. La reconstitution des faits, organisée quelques mois plus tard, va lui en donner l'occasion. On va vivre une reconstitution avec une confrontation avec Caillez, qui va être une confrontation très violente. Convoquée à l'époque en tant que témoin, Marie-Claude se souvient encore des années plus tard de cette pénible expérience. Il fallait des gens qui soient présents, des témoins. Moi, monsieur Caillez, où je l'ai eu de très près, tout près de moi, il a fallu que je reste impassible. Il est terrible, hein. Il est costaud, il dégage une force, il dégage une agressivité qui est importante. Non mais vous vous imaginez de l'avoir là, devant vous? Pendant cette reconstitution, Jean-Luc Caillez multiplie les provocations. Marie-Antonia, la maman d'Audrey, n'a pas eu la force d'affronter le tortionnaire de sa fille. Alors c'est son compagnon qui subira les sarcasmes de l'assassin. Monsieur Caillez, il est dans la provocation permanente. Laurent Franck Liénard, avocat de la mère d'Audrey. Il va provoquer le compagnon de Madame Joinet avec des termes du style « t'aimerais bien me tuer, hein tu vois, tu m'as en face maintenant ». Il prend plaisir à la douleur de l'autre, à la peur de l'autre. Et on se rend compte à ce moment-là de ce qu'a vécu Audrey. C'est un individu qui veut faire mal. Et c'est en faisant mal qu'il jouit. La mort, c'est toujours quelque chose d'épouvantable, mais ce qu'elle a vécu, ça, je l'ai en mémoire et je pourrais jamais effacer ça de ma mémoire. « 15 septembre 2008, 3 ans après le meurtre d'Audrey. Jean-Luc Caillez comparaît devant les assises d'Évry. Au premier rang, la famille d'Audrey. Tous espèrent un mot de regret de la part de l'assassin, ou tout au moins une pensée pour sa victime. Jean-Luc Caillez, en attendant que le procès débute, il est déjà en train de toiser toute la salle.
Il n'a pas peur, il sait que de toute façon, vraisemblablement, il va prendre le maximum. Et il dit de toute façon, vous allez me condamner à la perpétuité. Depuis le box des accusés, l'ex-gardien regarde froidement ses anciens résidents qui, un par un, viennent témoigner à la barre. Au procès, il a été odieux. Tout le long du procès, c'est lui qui a mené le jeu. Il n'avait rien de commun avec celui que j'avais croisé, côtoyé, parlé, du tout. Il n'a pas envie de s'abaisser ou de se montrer compatissant vis-à-vis de la partie civile, vis-à-vis des proches, vis-à-vis de la mère d'Audrey. Pendant le procès, Jean-Luc Caillez reconnaît de nouveau le meurtre d'Audrey, mais les parties civiles attendent maintenant qu'il révèle enfin ce qu'Audrey a pu dire ou ressentir pendant son calvaire. La mère d'Audrey a essayé de le faire parler. Les avocats des parties civiles ont essayé de le pousser dans ses retranchements. La seule chose qu'ils nous disent sur le choix de sa victime, c'est qu'Audrey, c'était une fille gentille. Elle était jolie, elle était souriante, elle était gentille, et c'est ce qui l'a conduit à avoir envie d'elle. Et Jean-Luc Caillez ne fera aucune révélation au cours de son procès. Michel Marie, chroniqueur judiciaire. Il n'a pas donné l'ombre d'un détail sur cette fameuse journée qu'il a passée, la dernière journée d'Audrey. On ne saura pas ce qui s'est passé. Lui, Jean-Luc Caillez, il dit « Moi, c'est pas mon problème, je suis pas psy. » Nicolas Deliez, journaliste spécialiste des faits divers. J'ai ces trucs-là en moi, c'est déjà suffisamment difficile à vivre. Je dirais pas plus. J'en viens maintenant à la fin du procès de Jean-Luc Caillez, jugé pour le viol et le meurtre d'une jeune femme en septembre 2005. Procès qui s'est achevé cet après-midi. L'homme de 50 ans, violeur récidiviste, a été finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Jean-Luc Caillez ne fait pas appel de sa condamnation. Pour Marie-Antonia, la maman d'Audrey, c'est la fin de l'épreuve. Il ne faut pas qu'il recommence. Parce que même à bout de 22 ans, il peut éventuellement, s'il sortait, recommencer. Oui, donc ça me soulage, oui. Oui, parce qu'il ne faut pas les laisser faire, ces gens-là. Il ne faut pas leur permettre de recommencer. Aujourd'hui, des années après, le souvenir d'Audrey hante toujours ceux qui l'ont connue. Je m'efforce de me la représenter comme je l'ai vue, disons joyeuse, et puis aimant la vie. Et on lui a retiré bien trop tôt. Audrey, pour moi, c'était sourire. Voilà, je garde ça, moi. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.